Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé la 17e séance du Conseil des ministres. Et enfin, dans l'actualité internationale, régionale, des milliers de vies en péril en Somalie et au Kenya, dû aux inondations dévastatrices. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu aujourd'hui la 17e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions ont été examinées et approuvées. Le compte rendu de cette 17e séance du Conseil des ministres avec le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 17e séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 novembre 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. La première question est relative à un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Institut national de l'administration publique, INAP, pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'INAP pour l'exercice 2022 sont arrêtés en produit à 114 771 000 francs Djibouti et en charge à 115 271 000 francs Djibouti. Les produits de l'exercice sont en baisse et passent de 135 millions en 2021 à 114 millions donc en 2022. Cette baisse est due à l'absence des autres subventions externes durant le dit exercice. Les principaux postes qui augmentent sont les autres achats et services extérieurs. Au cours de l'exercice 2022, l'INAP a réalisé des investissements pour un montant de 7,4 millions de francs à Djibouti en acquisition de matériel de bureau et informatique et en matériel roulant. La deuxième question est relative à un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale du tourisme, l'ANT, antérieurement dénommée ONTD pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'ANT, de l'Agence nationale du tourisme, anciennement dénommée donc ONTD, pour l'exercice 2022, sont arrêtés en produit à 197 596 000 francs Djibouti et en charge à 182 948 000 francs Djibouti, avec un résultat positif, mais connaît une baisse par rapport à l'exercice précédent en 2021. Les produits de l'exercice s'élèvent à 197,5 millions de francs en 2022 contre 220,4 millions de francs Djibouti, d'où une baisse qui est liée à la baisse des produits exceptionnels. Les charges totales connaissent une progression de 5,4 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice précédent. En 2022, l'ONTA, donc l'ANT, a réalisé des investissements d'un montant de plus de 29,7 millions de francs en construction, installation technique, en matériel de transport, ainsi qu'en mobilier et matériel de bureau et informatique. La troisième question concerne donc un projet de décret fixant les conditions de tenue et de publication du registre national des objets spatiaux. Le projet de décret est pris en application de la loi numéro 167 pour l'année 2022, 8e législature, et relative aux activités de lancement d'opérations de vol ou de guidage d'objets spatiaux. Il précise l'obligation d'enregistrement de tous les objets spatiaux djiboutiens et fixe les éléments constitutifs du registre national des objets spatiaux. Le registre national est le document national où est immatriculé les objets spatiaux. L'inscription au registre est effectuée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et contribuera à garantir un suivi précis et complet des activités spatiales nationales. La mise en place du registre permettra aussi d'assurer la traçabilité et la conformité des activités spatiales enregistrées conformément à la loi susmentionnée. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Cette parcelle de terrain de 100 hectares, 6 au secteur Nagad, est destinée à l'implantation d'une zone économique spéciale et mise à la disposition de l'Agence nationale de la promotion ou pour la promotion des investissements, plus connue sous l'acronyme de l'ANPI. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant distraction et attribution d'une parcelle de terrain sise à la zone de Doralé
au profit de la société Chasse SARL. Le projet d'arrêté a pour objet la distraction du TF numéro 18045 appartenant au port de Djibouti et l'attribution d'une parcelle de terrain située à Doralé et d'une superficie de 48 hectares, c'est-à-dire 48 000 m², au profit de la société Chasse SARL. La dite parcelle est destinée à l'implantation d'un hôpital privé régional. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de l'État de Libye en République de Djibouti, M. Abdelmonem Mohamed Younis. L'entretien s'est déroulé en salon d'honneur du Parlement en présence du conseiller aux affaires arabes du président de l'Assemblée nationale, M. Ali Abnan Abdou, et du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed Ahmed. Après les salutations d'usage, les deux hommes ont évoqué l'état des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays frères, ainsi que les voies et moyens de les raffermir davantage. Les échanges ont porté également sur la coopération entre les élus du peuple des deux nations. Le président du Parlement a fait part au nouvel ambassadeur de la disponibilité pleine et entière de l'Assemblée nationale dans l'accomplissement de sa mission. Ainsi, parvenu à remercier le président de l'Assemblée nationale pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé au renforcement des liens d'amitié et de coopération. À l'issue de l'entrevue, le Dileta M. Dileta et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Également dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte, M. Khalid Fadi Mahmoud. Au cours de cette rencontre, le président du Parlement et son hôte du jour ont passé en revue les bases des relations bilatérales entre les deux pays et les perspectives de renforcement des liens d'amitié et de coopération, notamment à travers le groupe d'amitié parlementaire. Et suite à un dialogue constructif, une convergence de vues s'est dégagée autour de la nécessaire redynamisation des groupes d'amitié parlementaire. La redynamisation contribuera au renforcement du Parlement gagnant-gagnant que les deux pays ont su tisser dans divers domaines stratégiques. Enfin, le président de l'Assemblée nationale a assuré à l'ambassadeur Khalid Fadi Mahmoud de sa disponibilité dans l'accomplissement de sa mission. Pour sa part, le diplomate s'est dit honoré de rencontrer le président du Parlement et l'a remercié pour l'accueil chaleureux. Et dans notre magazine de cet après-midi, Djibouti sera très bientôt dans l'espace avec le lancement depuis les États-Unis d'un nano-satellite djiboutien appelé Djibouti 1A. En quoi consiste-t-il? Comment a-t-il été mis sur pied? Et sur toutes les réponses dans ce reportage de la rédaction. Djibouti est sur le point de réaliser un rêve longtemps caressé en propulsant son tout premier nanosatellite, le Djibouti 1A depuis les États-Unis. Ce cube satellite de 10 cm de large, 10 cm de haut et 10 cm de profondeur pèse à peine 1 kg. En consommant moins de 3 watts d'énergie, marque une étape cruciale dans l'histoire spatiale du pays. Cette prouesse résulte d'une ambition forgée en 2020 par le président de la République, son Excellence Mohamed Marguilé, pour répondre aux défis urgents du changement climatique. L'objectif était clair, développer un satellite entièrement djiboutien, dédié à la gestion des impacts du changement climatique. Aujourd'hui, ce projet est devenu une réalité opérationnelle grâce à l'engagement soutenu du président de la République et à l'expertise des ingénieurs techniciens djiboutiens. Ces ingénieurs et techniciens ont été formés à l'université Montpellier en France suite à un protocole d'accord entre l'université Montpellier et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour mieux comprendre les fondements de cette initiative, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, nous offre un aperçu. 2020, le président de la République nous a saisis avec cette ambition de voir si nous pouvons réaliser un projet de fabrication de satellites. Entre-temps, donc, nous avons mis en place tous les éléments pour réussir ce projet. D'abord, la sélection des étudiants djiboutiens, parce que l'objectif, c'était de faire un satellite, mais pas de l'acheter, mais de le faire fabriquer par nos étudiants pour faire ce saut technologique et dire que, de façon décomplexée, que Djibouti est capable de construire un satellite, de le lancer, de collecter des résultats au niveau du climat, mais se lancer également dans des perspectives de développement. Les ingénieurs sont là pour suivre ce projet-là. Et les perspectives actuelles s'inscrivent après la réussite de ce projet
d'abord de lancer le deuxième satellite. Et les ingénieurs qui sont ici travaillent sur ce deuxième satellite qui doit être lancé également, allez, disons, premier trimestre 2024, au mois de mars, Inch'Allah. Les résultats dépassent ce qui était attendu. Vraiment, personne ne croyait à ce projet, sauf le président de la République qui a eu cette vision, qui nous a fait confiance, on le remercie, qui a fait confiance à ces jeunes. Le résultat, c'est que d'abord, 10 techniciens et ingénieurs ont été formés, capables aujourd'hui de la conception, la fabrication, le suivi du satellite, mais pas que. Ces jeunes ingénieurs ont également travaillé avec toutes les compagnies qui travaillent autour de ce satellite, amélioré les logiciels, et ils sont encore en train toujours de travailler dans l'amélioration de ces logiciels. Ils ont créé l'envie à d'autres pays africains. Certains d'entre eux ont même formé des jeunes de leur âge dans l'expérience qu'ils ont acquise depuis la fabrication de ce satellite. Aujourd'hui, donc, le résultat nous ouvre beaucoup de perspectives. Djibouti est connu dans le monde pour avoir osé. Les gens nous voient comme un petit pays, mais nous avons beaucoup d'ambition. Mais ça ne s'arrête pas à l'ambition, on arrive à l'action aujourd'hui. L'objectif, c'est de continuer dans ce saut technologique, de se donner le moyen d'avoir des images précises. On travaille sur de qualité d'image de 1,5 mètre à 1,5 mètre. Je ne sais pas si vous imaginez la précision. On vous voit en train de lire votre journal. De travailler également sur l'amélioration de nos satellites. On voit plus grand, mais on part avec une confiance totale parce qu'on a osé, on a réussi. Et donc, nous sommes en train de lancer un projet encore plus grand, avec des satellites plus gros, pour montrer de quoi nous sommes capables. Et je peux vous le dire, on se félicite. Djibouti est désormais parmi les nations dans l'aérospatiale qui a lancé des satellites. Mais le président de la République nous a toujours dit, ayez la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Dans les coulisses du projet, nous pénétrons au cœur de la salle de contrôle du satellite. Djibouti AA est une infrastructure ultramoderne où les ingénieurs et techniciens travaillent ardemment. Leur mission, suivre en temps réel les données collectées par le satellite en orbite et répertorier, les classer et les analyser. Ces données sont essentiellement axées sur la climatologie, visant à une meilleure gestion des ressources en eau des zones agricoles dans l'optique de préserver notre environnement. Ces précieuses données seront mises à disposition du centre OREC, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, qui regroupe l'ensemble des pays de la région, dévoile les ingénieurs. Alors, nous avons ici deux antennes qui vont donner des instructions aux satellites. Et ces deux antennes sont liées à ces deux objets. Donc, il y a l'EPA pour émettre des signaux, des instructions aux satellites. Et ici, on a une boîte qui va décoder les signaux du satellite. Pour l'utilisation du satellite, dans un premier temps, on utilise ce logiciel appelé JPredict pour prédire le passage du satellite au-dessus de cette station sol. Et puis, grâce à cette antenne, on l'enverra des instructions pour qu'il puisse faire sa mission. Sa mission consiste à collecter des données climatologiques à partir des stations réparties sur le territoire djiboutien. Une fois collectées, on pourra les télécharger, ces données-là, toujours grâce à cette antenne-là et ces électroniques qui sont ici. Et puis, une fois les données reçues, on les décodera et on les traitera pour mieux suivre les changements climatiques. Le projet djiboutien de nanosatellite s'inscrit déjà parmi les 6 premières réalisations d'Andriaspace, le géant français, l'aérospace. Mais Djibouti ne compte pas s'arrêter là, car un deuxième nanosatellite devrait prendre son envol en début de l'année 2024. C'est un avenir proche. D'autres CubeSats 1U et des nanosatellites plus imposants devraient être lancés dans des applications encore plus ambitieuses, telles que l'imagerie,
de haute qualité pour garantir la sécurité extérieure et assurer notre sécurité alimentaire. Satellite djiboutienne qui s'annonce prometteur et dont le monde attend avec impatience leur développement à venir. C'est l'appel à la prière, nous reviendrons tout juste après. C'était l'appel à la prière. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, s'est rendu hier après-midi à l'hôpital général Pelletier au chevet des enfants qui ont été les premiers à bénéficier de ces opérations d'implants cochléaires en République de Djibouti. À noter la présence du directeur général de la NPH, M. Al-Saïd Mahmoud, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, le directeur général du CHU de Djibouti, Dr Omar Mahmoud Ismail. Toute opération qui est première en République de Djibouti a été réalisée par Dr Mohamed. Ainsi, cette implantation a eu, pour rappel, l'implant cochléaire est une prothèse auditive implantée par voie chirurgicale. Il s'adresse à la quasi-totalité des surdites sévères à profonde bilatérale, aussi bien dans l'enfant que de l'adulte. Rappelons que cette opération technologique innovante est reconnue comme performante et constante évolution. Il est important de souligner que le financement de ce programme d'implant cochléaire a été entièrement pris en charge par l'ANPH grâce à leur générosité. Cette technologie innovante est reconnue comme une performante et en constante évolution. Des implants cochléaires. Et c'est un programme qu'on a commencé depuis 2014 à diagnostiquer, à dépister les enfants qui sont sourds. Et grâce à Allah, on a pu finaliser notre programme avec le soutien important du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, et des directeurs de l'ANPH, M. Doualé. Donc on a pu réaliser un geste très très important, une technologie très avancée qu'on appelle l'implant cochléaire. Et l'avantage de mettre les implants à Djibouti, c'est qu'on ne met pas juste un implant, mais c'est le suivi des stimulations de l'implant et les réglages. Donc notre équipe est très bien formée au niveau de l'hôpital, de très bons orthophonistes qualifiés dans ce domaine qui nous permettent de régler les implants cochléaires. À la différence des enfants qui sont implantés à l'étranger, qu'on ne connaît pas le type de matériel qu'ils ont mis, on connaît les types, mais on ne peut pas régler parce qu'on n'a pas les mêmes programmes. Donc je sollicite à ce que tous les enfants qui ont une surdité profonde puissent opérer dans le même service, avec le même programme, pour faciliter ces enfants d'être bien intégrés à la société. Eh bien, dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdilé, a rappelé que les ambitions du pays à disponibilité les spécialistes chirurgicaux de pointe dans le cadre de la récente réforme de transformation des hôpitaux en centres hospitaliers universitaires. Le ministre de la Santé a remercié le directeur général de l'ANPH pour ce précieux don qui permet aux personnes atteintes de surdité grave d'avoir un meilleur accès au sang et grâce à cet appareil. Les enfants sélectionnés vont bénéficier de cette avancée médicale prometteuse, offrant ainsi une opportunité de l'amélioration de leur qualité de vie. Le ministre a indiqué que cette journée est synonyme de grandes avancées majeures dans la République de Djibouti, dans le domaine de l'audition et témoignage de l'engagement et de la compétence de l'hôpital Pelletier pour offrir des soins de qualité aux enfants malentendants. Et rappelons qu'il est important de souligner que le financement de ce programme d'implants cochléaires a été entièrement pris en charge par l'ANPH grâce à leur générosité. Fait divers à présent dans le cadre de la lutte contre l'implacable dans toutes les formes de trafic illicite et périmé, doit amener une opération d'envergure qui a permis d'intercepter une quantité importante de produits cosmétiques périmés. La saisie a eu lieu au poste de contrôle PK51 où un bus venant de Galilée a été arrêté et inspecté. Les agents de la douane ont découvert dans ce véhicule 4000 paquets de crèmes blanchissantes, Movaté et diverses vitamines cosmétiques illégaux qui sont tous relevés, périmés. L'utilisation de ces produits cosmétiques illégaux et périmés peut contenir des bactéries nocives et présente des graves risques pour la santé, notamment des irritations cutanées, des dermatites et même l'ochronose, une infection qui provoque des taches bleues, noires, foncées sur la peau. Face à ces risques sanitaires majeurs, les agents de la douane ont procédé à la saisie immédiate de ces produits contrefaits et dangereux pour la santé afin de prévenir tout risque de revente ou d'utilisation par les publics. Les produits périmés ont été détruits par
incinération sur place. Cette opération illustre parfaitement la détermination et la vigilance de la douane dans sa mission de protection des frontières nationales et de préservation de la santé publique. La lutte contre les trafics illicites des marchandises constitue une priorité absolue pour l'agence qui n'épargne aucun effort pour démanteler les réseaux criminels et préserver la sécurité des citoyens djiboutiens. La douane encourage vivement la population à rester vigilante et signale toute activité suspecte aux autorités compétentes. Ensemble, nous pouvons lutter efficacement contre les trafics illicites et protéger le bien-être de notre population, a-t-il déclaré l'agent de la douane. Direction le sud du pays. À présent, une formation sur la gestion de l'état civil s'est tenue dimanche dernier à la salle de conférence au conseil régional de Dikil. Eh bien, cette formation qui a débuté dimanche dernier et prendra fin le 9 novembre prochain a réuni de nombreux participants, parmi lesquels le préfet et le président du conseil régional de Dikil, accompagnés de leur vice-président, ainsi qu'à la présence de lors d'événements de la directrice de l'Institut national d'administration publique, des formatrices et formateurs spécialisés dans le domaine de la gestion d'état civil ont également animé cette formation. Rappelons que cette formation organisée dans le cadre de l'amélioration des services publics locaux avait pour objectif de renforcer des responsables et agents en charge de la gestion de l'état civil. En effet, il est primordial d'avoir des professionnels qualifiés pour garantir l'enregistrement des naissances et la tenue du registre, la gestion des archives et des décès de manière précise et efficace. Les formateurs et formatrices experts dans le domaine de l'état civil ont partagé leurs connaissances et leur expérience avec les participants. La présence du préfet et du président du conseil régional témoigne de l'importance accordée de cette formation et l'amélioration des services publics dans la région de Dikil. La gestion de l'état civil qui, par ricochet, améliorera la qualité des services rendus aux citoyens. Je suis convaincu qu'à la fin de cette formation, vous serez très outillés et bien préparés pour faire face à vos obligations et responsabilités respectives. Je remercie vivement l'INA qui accompagne sans relâche les institutions publiques et je vous souhaite bon courage. Je déclare la formation ouverte. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, cette formation sur la gestion de l'état civil a dit qu'il marque une étape importante pour garantir l'enregistrement des naissances et la tenue des registres, la gestion des archives et des décès de manière précise et efficace. Chers participants, honorables formateurs de l'INAP, donc en ma qualité de représentant de l'INAP aujourd'hui, cette formation est destinée spécifiquement pour les agents et les cadres de l'état civil. Cela permettra à ces agents de mieux assimiler ou de mieux améliorer leurs compétences techniques et professionnelles. Donc cette formation qui va durer pendant 5 jours ici au conseil régional, elle sera dispensée par 3 formateurs, à savoir la formatrice ici présente avec nous, Madame Koina, qui va intervenir sur le cours de droit civil, ainsi que le docteur Hamza, ici présent avec nous, qui va bien sûr intervenir sur les procédures administratives et des délivrances des actes de l'état civil. Et enfin, par M. Adou, qui va intervenir sur le domaine de l'informatique. Donc, ce que nous attendons de vous aujourd'hui, c'est que vous soyez capables aujourd'hui d'améliorer la qualité des services offerts de l'état civil, de l'offre de l'état civil, d'améliorer aussi et d'éviter surtout les erreurs au niveau de l'enregistrement, ce qui est plus répétitif et qui revient dans toutes les communes, dans tous les conseils régionaux. Donc notre principale mission est d'éviter le maximum ces erreurs. Et enfin, de bien travailler en équipe et avoir un esprit d'équipe vraiment solidaire. Et ce que j'aimerais ajouter comme suggestion, c'est que de mettre en place une approche collaborative entre les personnels de l'état civil et bien sûr ceux du personnel du centre de Dikil, de la santé de Dikil. D'accord, cela vous permettra d'éviter les erreurs. Donc, je vous souhaite bonne chance. Direction Arta à présent, où une forte délégation du secrétariat d'État chargé des sports, conduite par la secrétaire générale du secrétariat d'État
sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, est composée du directeur des sports, du directeur des régions, de la directrice des stades, des responsables de la cellule communication de ce département s'est rendu à Arta pour une réunion de travail avec les autorités de la préfecture et du conseil régional d'Arta. La délégation du département des sports arrivée à la préfecture a été accueillie par le préfet, M. Hassan Dabalé, en présence du préfet adjoint. La secrétaire générale du secrétariat chargé des sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a souligné l'importance de cet événement pour promouvoir la paix et la solidarité. Elle a assuré les autorités locales du soutien inconditionnel du secrétariat d'État chargé des sports dans l'organisation de cette marche. Elle a également insisté sur la nécessité de mettre en place un comité d'organisation efficace regroupant différentes commissions thématiques pour assurer une préparation optimale. Le préfet d'Arta, Hassan Dabene, a mis aussi l'accent sur la sécurité des participants en proposant la présence d'officiers des corps d'armée chargés de la sécurité tout au long du parcours. Il a également souligné l'importance de prévoir des points de ravitaillement en eau, en nourriture pour garantir le confort des marcheurs. Cette rencontre est la seconde réunion de travail entre les deux équipes dont l'objectif porte sur les préparatifs de la randonnée pédestre. Eh bien, le secrétaire général du conseil régional et les représentants des forces armées djiboutiennes et des responsables de la région passionnés de la randonnée ont pris part à cette réunion qui mobilisera l'ensemble des fédérations nationales sportives, les associations sportives et des quartiers, l'ensemble du personnel du secrétariat d'État chargé des sports, structures sous tutelle, ainsi que les ambassades, les contingents des forces étrangères stationnés à Djibouti. Une opération d'évaluation parcours sera faite prochainement par les deux équipes. Une fois le travail fini, fort et rappelé que cet événement sportif est ancré dans l'agenda du département des sports depuis sa création en 2006. Eh bien, rappelons que cette 17e édition sera dédiée au peuple palestinien en guerre depuis plus d'un mois par les bombardements continus d'Israël. Préparatif de 17e édition de la marche de Peace Walk of Africa sous l'égide, comme d'habitude, du secrétariat des sports et organisé comme d'habitude, comme à l'accoutumée, par la préfecture d'Arta depuis sa naissance. Aujourd'hui, nous sommes à la 17e édition. Bientôt, cette marche sera majeure. Donc, aujourd'hui, nous avons évoqué avec l'armée, avec les services déconcentrés de l'État, le ministère concerné et la population, pour qu'il y ait d'abord une forte mobilisation cette année, puisque cette année aussi nous avons dédié à la paix, bien sûr, au Proche-Orient. Donc, ces thèmes, chaque année a son thème. Cette année, nous l'avons dédié à la paix au Proche-Orient. Ces réunions se déroulaient, c'est la première, comme à l'accoutumée. Donc, j'appelle tout le monde, comme d'habitude, à participer à cette marche dans le monde, bien sûr, mais cette année, et spécialement au Proche-Orient. Inch'Allah, paix règne dans ce monde pour avoir un monde meilleur. Direction l'Égypte, où les requins de la mer Rouge sont arrivés en Égypte. Et c'est dans le cadre de la qualification du Coupe du Monde 2026 que l'équipe nationale senior à Djibouti est arrivée hier soir à Cairo, capitale de la République arabe d'Égypte. La délégation des requins de Djibouti est conduite par des hauts cadres de la Fédération djiboutienne de football qui fait office de chef de mission. L'équipe nationale de notre pays a été accueillie par les personnels de l'ambassade de Djibouti en Égypte. Notons que les requins vont jouer contre les Pharaons le 16 novembre au Caire et contre le 20 novembre contre la Guinée-Bissau. Souhaitons bonne chance à notre équipe nationale. Régional à présent, je vous dis dans le titre, en Somalie, au cours des dernières heures, des fortes pluies sont tombées dans les régions du sud et du centre de la Somalie, qui ont causé des pertes en vie et des biens dans certaines villes. Les villes de Baïdaba, Barder, El Waq, Galkayo, dans la région de Baï, Guédo et Moudou,
ont été les plus touchés par les pluies. Dans certains endroits, il y a eu des fortes inondations causées par les pluies, tandis que certaines villes ont été touchées par des inondations causées par le débit de l'eau de la rivière de Djouba qui traverse certaines parties de la région de Guédo. Il a été confirmé qu'au moins 2 sœurs sont mortes au cours des dernières heures en raison des fortes inondations dans le district de El Ouaq, dans la région de Guédo. En outre, la ville de Barder, dans la même région de Guédo, est sur le point de voir le grand pont sur la rivière de Djouba s'effondrer. Les habitants qui vivaient dans la plupart des villes où passait la rivière dans la région de Guédo, comme Barder et El Ouaq, ou Lour ou Delo, ont été déplacés. La ville de Baïdaba, dans la région de Baï, où vivent la plupart des réfugiés du pays, après Mogadiscio, a été frappée par les pires inondations la nuit dernière. Après de fortes pluies, de nombreuses maisons se sont effondrées et les quartiers de la ville ont été séparés après la destruction du pont. Ainsi, le vice-ministre Salah Ahmed Jama, qui s'est adressé aux médias au siège de l'agence somalienne de gestion des catastrophes à Mogadiscio, a déclaré que 10 personnes ont été mortes à cause des pluies de Der en Somalie, ainsi qu'une situation critique au pays. Les écoles ont été fermées dans la ville et touchées par les inondations. Les gens se sont installés dans les zones rurales. Et ainsi, au moins au Kenya, 15 personnes sont mortes au Kenya et dans les inondations provoquées par les pluies torrentielles qui ont frappé l'Afrique de l'Est, coupant les routes, emportant des dizaines de maisons et tuant du bétail, a annoncé lundi la Croix-Rouge kenyane. Et ces pluies, la saison des pluies d'octobre à décembre dans la Corne d'Afrique est amplifiée cette année par El Niño, un phénomène météorologique général associé à la hausse des températures, aux sécheresses dans certaines régions du monde et aux fortes pluies dans d'autres. Les inondations ont fait une vingtaine de morts, plus de 12 000 déplacés dans la région somalienne de l'Est et de l'Éthiopie, a annoncé le samedi le gouvernement local. En Somalie voisine, 14 personnes sont mortes et plus de 114 000 personnes ont été déplacées depuis le début de la saison des pluies, selon l'agence humanitaire à l'ONU. Au Kenya, les fortes pluies ont particulièrement touché le nord, particulièrement aride. Des images diffusées par les médias locaux montrent des torrents d'eau traversant les villages, obligeant les habitants à fuir vers les hauteurs. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé.